Déjà, tout d'abord, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'accélérer l'innovation pour casser les modèles. Et je sais que le titre de la présentation, c'est Créer l'innovation en 5 jours. C'est un peu prometteur et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, globalement, aujourd'hui, l'innovation, comment ça se construit et comment est-ce qu'on va aller la développer, l'accélérer sur un triptyque très simple. C'est l'entreprise, la société et l'éducation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'entreprise que la plupart des innovations, elles se créent, parce qu'il y a de l'argent à disposition et surtout qu'il y a une recherche de chiffre d'affaires. Ensuite, la société elle-même, pour des besoins d'éducation et de développement, va investir. Et enfin, l'éducation en elle-même, c'est-à-dire former les jeunes talents. Avant de passer à la suite, je vais rapidement me présenter quand même pour que vous sachiez qui je suis et qui on est. Donc moi, je m'appelle François, je suis consultant en stratégie et en fait, au sein de mes différentes expériences professionnelles, j'ai développé un modèle d'accélération de l'innovation d'un produit en 5 jours. C'est-à-dire, un jour, je suis allé chez mon boss et je lui ai dit, on est lundi matin, vendredi soir, sur ton bureau, tu auras le produit innovant de l'an prochain. Voilà, et je vais vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on a fait ça. On va vous parler de la société parce qu'aujourd'hui, l'accélération de l'innovation, elle est importante dans la société également. Et Sam, mon collègue de M Lyon Business School, va vous présenter aussi comment on fonctionne avec le mouvement Maker dans l'éducation. Donc, innover plus vite, mais innover mieux. C'est un peu le rêve, le rêve de toutes les entreprises. Et on les prend comme laboratoire d'essai. Pourquoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, déjà parce que dans les entreprises, il y a des talents à disposition, il y a de l'argent à disposition, et surtout il y a une volonté de concrétisation qui est importante, qui est plus importante que dans la société elle-même. Thomas Edison, il dit une chose très simple, c'est s'il y a une façon de faire mieux les choses, faites-le, c'est aussi simple que ça, testez, échouez et refaites. Et c'est sur ce principe-là qu'on a basé notre démarche. Moi, je viens de la grande consommation à la base. J'ai fait la plupart de ma carrière en grande consommation. Et la grande consommation, on est tous consommateurs. Vous, moi, on fait nos courses chez Monoprix, chez Carrefour. Il faut que vous sachiez une chose, et le seul chiffre de cette slide qui est à retenir, le reste, vous n'avez même pas besoin de regarder, c'est 4%. Aujourd'hui, dans le portefeuille d'une grande boîte de grande consommation, 4%, c'est le poids que représentent les produits innovants, c'est-à-dire les produits les plus récents, de moins de 12 mois. Ça veut dire concrètement que 96% du chiffre d'affaires d'une boîte en FMCG est réalisé par des produits standards. Ça veut dire, voilà, chez Danone, c'est Actimel, Danette, etc. Chez P&G, c'est Head & Shoulders. Donc en fait, on investit beaucoup dans l'innovation, c'est ça qu'il faut comprendre, mais que finalement, ni le profit ni la rentabilité ne sont au rendez-vous. Et de plus en plus, c'est une problématique qui s'accroît. Déjà d'un point de vue commercial, parce qu'aujourd'hui on a une compétition qui est accrue, on a des besoins des consommateurs et des besoins des retailers qui sont forts. Une offre pléthorique. Si vous allez aujourd'hui dans une grande surface, il y a 30 000 produits et on en choisit entre 35 et 40 dans notre chariot, donc je vous laisse faire le calcul. Et enfin, et ça c'est une tendance qui est plutôt une tendance de fond, c'est les deux boxes rouges, c'est les attentes des consommateurs. Sur le responsable, sur l'éco et aussi sur le Made in France, par exemple, c'est des tendances qui sont de plus en plus importantes et que les grandes entreprises doivent considérer. Et enfin, l'expérience client. Vous en avez beaucoup entendu parler, notamment dans la Maker Faire. On est sur de l'expérience client. Il y a 6 raisons aujourd'hui qui devraient pousser les entreprises à continuer d'innover. Parce que finalement, quand on entend ce discours-là, on se dit ok, ça ne sert à rien d'innover. On met de l'argent dans les produits qui fonctionnent déjà bien. Et finalement, ça a marché. Mais la logique, elle n'est pas vraiment vraie. C'est-à-dire que l'innovation, c'est un produit extrêmement rentable pour l'entreprise. C'est un produit qui lui permet de rester compétitif face aux entreprises concurrentes, qui permet d'équilibrer les négos commerciales, mais surtout, qui permet de rester top of mind. On voit énormément d'entreprises qui ont disparu de la scène mondiale parce qu'elles ont arrêté d'innover. Il y a des exemples, je pourrais vous en citer des millions. Mais effectivement, si on ne reste pas top of mind, si on ne reste pas innovant, on n'est pas perçu par ses consommateurs comme étant innovant, et du coup on disparaît du chariot. C'est aussi simple que ça. Donc venons-en à nos moutons. Moi je travaillais pour une entreprise qui s'appelle Bell. Bell, c'est pas très connu, mais leurs produits sont extrêmement connus. C'est la vache qui rit, c'est Mini Babybel. Et je pense qu'en ayant cité ces 3 marques, vous avez tous des images et aussi peut-être des préjugés sur ces marques-là. Et ces préjugés sont peut-être fondés. C'est-à-dire, c'est des marques un peu anciennes, c'est des produits qui ne sont pas forcément des produits traditionnels. Et ça, c'est le cœur du métier de quelqu'un qui va vouloir innover dans ce genre d'entreprise. Et moi, ce que je leur ai proposé, ce lundi matin, je leur ai dit, vendredi soir, on va venir avec un produit prototypé. Donc vraiment à la façon making, on va vous créer l'innovation de demain. Et en fait, cette démarche, elle se base sur
3 points essentiels, 3 étapes certes, mais 3 points essentiels. Le premier, c'est la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, les entreprises, elles captent énormément de données, de data sur leurs consommateurs, sur leurs produits, etc., sur l'environnement, mais déjà de 1, elles ne savent pas les traiter. Et de 2, elles restent cantonnées un peu sur ce qu'elles savent déjà très bien faire. Moi, je leur ai proposé une approche, on va dire, en 2 temps. C'est-à-dire, première chose, on va extraire la donnée qui existe à l'intérieur de l'entreprise et on va la développer. Par exemple, ils font des choses très bien au Japon, mais on ne le sait pas en France. Et on va adopter cette même démarche pour l'extérieur, c'est-à-dire scouter les réseaux sociaux, faire du social listening et se dire qu'est-ce que les gens se disent sur Facebook, sur WeChat, sur Instagram à propos de nos produits. Peut-être que dedans, il y a des bonnes idées. Et ça nous permet de passer à la phase 2, qui est en fait une phase d'idéation. On va choper 10-15 bonnes idées de projet et derrière, on va aller rassembler les consommateurs, des experts, et on va se dire concrètement qu'est-ce qu'on peut faire comme produit grâce à ça. Et ça, c'est le point numéro 2, c'est Customer Centricity. On a parlé tout à l'heure de l'expérientiel client et ça, c'est hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les boîtes de grande consommation notamment, depuis les années 80, elles ont embauché des gens sortis des meilleures écoles pour créer les produits de demain. En 2018, c'est plus vrai. C'est-à-dire que c'est les consommateurs qui décident. Et il faut arrêter de croire que nous, on sait mieux que ce que les gens achètent. Nous, on ne le sait pas. Nous, on ne sait pas ce que les gens veulent. On ne sait pas ce dont ils ont besoin et on ne sait surtout pas leurs aspirations. Et donc, en les faisant intégrer tout ce processus-là, à chacune des étapes, ça nous permet d'arrêter de nous tromper et donc d'arrêter de dépenser de l'argent dans des produits qui ne marchent pas, etc. Ça, c'est le deuxième point, c'est Customer Centricity. Et le troisième point, et c'est là qu'on rejoint l'œuvre making, c'est le prototypage. Et ça, c'est extrêmement novateur dans la démarche. Ça veut dire qu'en live, en temps réel, on va avoir des machines, on va avoir des experts qui vont prototyper le produit. Sur du fromage, c'est des cuisiniers qui vont prendre des imprimantes, qui vont prendre des mini-kitchens pour pouvoir justement créer ces produits. Mais si on se parle, je sais pas moi, de produits comme Schneider Electric, qui font des vis, qui font des prises, etc., on va les prototyper en live. Et on va les mettre in situ, grâce à de la projection 3D, grâce à, on va refaire un rayon par exemple. Et ça, on est capable de le faire en très peu de temps. Et ça permet de valider l'hypothèse. Ça, c'est comment on va créer concrètement un produit en 5 jours, en s'appuyant sur la donnée, en s'appuyant sur nos consommateurs et surtout en prototypant en live. Si on reprend l'exemple du fromage, je veux faire un kiri au chocolat. J'ai vu qu'au Japon, on a scouté les réseaux sociaux, et c'est vrai, hein, ça c'est une vraie histoire. On a scouté les réseaux sociaux et au Japon, ils ont décidé de faire un kiri au chocolat. Un kiri, c'est un fromage crémeux, voilà, tout ce qui est de plus standard. Et si je vous dis kiri au chocolat en France, vous allez me dire, c'est du faux Nutella, ça va pas être bon. Peut-être. Sauf que nous, on va tester l'idée. On va rentrer en phase d'idéation avec nos consommateurs, avec nos experts industriels et on va réfléchir à ce produit-là concrètement. Si demain, moi, je veux le mettre en rayon chez Carrefour, comment est-ce que je fais? Justement, en réfléchissant de façon industrielle, mais aussi avec nos consommateurs, on va commencer à penser cette idée. Est-ce que c'est une barre? Est-ce que c'est un carré? Est-ce que ce sera des yaourts? Je ne sais pas. Et enfin, on va passer sur la phase de prototypage. Et cette phase de prototypage, elle est très précise. C'est-à-dire qu'on va prototyper le packaging, à quoi va ressembler mon rayon une fois que ce produit sera à l'intérieur. Mais on va prototyper les goûts, les textures. On va pouvoir travailler toute la phase du produit. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous évite l'écueil de dire mon produit, je le lance, mon innovation, elle n'est pas bonne, elle est mal reçue par le consommateur, par des soucis de texture, par des soucis de goût, etc., par des soucis de transport, même, ça arrive souvent. Donc voilà comment on crée concrètement un produit en 5 jours. Les intérêts, ils sont simples. Pour l'entreprise, elle, ce qu'elle veut, c'est gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est les ventes. Mais c'est également être rentable, c'est-à-dire pouvoir le faire en live, ça nous permet d'être rentable et surtout de pouvoir calculer cette rentabilité. Et enfin, et c'est ce point sur lequel nous, on s'attache le plus, c'est l'approche globale locale. C'est-à-dire que si je crée mon kiri au chocolat pour la France, je peux tout à fait le développer pour l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et pour peut-être les pays d'Amérique du Sud, je ne sais pas. Mais en fait, en intégrant la Customer Centricity, parce que certes, c'est des consommateurs sur place, mais c'est aussi des consommateurs sur nos réseaux sociaux, via différentes databases, via un réseau de Fab Labs qu'on a dans le monde entier. Tout ça, ça nous permet en fait d'être connectés. C'est-à-dire on va créer un projet qui va d'un coup d'un seul devenir international. Et ça va nous éviter énormément d'écueils. Notamment l'écueil de gâcher et de l'argent et des ressources et la nature en fait, pour pouvoir créer une innovation qui va marcher tout de suite. Et surtout qui va répondre à toutes les attentes de nos consommateurs. Et je vais basculer tout de suite sur la société. Vous allez voir, la société, en fait, comme vous le savez, elle n'a pas forcément vocation à être économiquement rentable ou pouvoir faire de la marge. Mais on voit que finalement, il y a des acteurs
qui s'y intéressent de plus en plus. Évidemment, on a la France en tête de pont, hein, c'est important. Oui, c'est notre projet, mais on voit que les investissements de l'État dans l'innovation et notamment dans le fait de casser les modèles, ça nous permet de créer des endroits comme Station F, comme l'école 42, parce que finalement, c'est comme ça qu'on va rentrer au cœur du système et casser les modèles. On va apprendre aux gens à le faire, en fait, à sortir des schémas et des sentiers battus. Et c'est un peu ce qu'Elon Musk fait aussi pour Tesla. C'est-à-dire que oui, on est sur une entreprise qui est censée être rentable, etc. Mais il a une vraie vocation sociétale dans ce qu'il fait. Et enfin, le dernier, c'est l'éducation, dont Sam nous parlera plus en détail tout à l'heure. Mais l'éducation, elle est importante. Parce que c'est de là que va naître l'idée, en fait. L'idée, elle va naître des talents qu'on va attirer. Et avant de passer la parole à la partie éducation, je vais juste vous parler de 2 entreprises que j'ai suivies en 2018. Et vous allez peut-être me dire aussi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que leur démarche est intéressante parce qu'elle casse les modèles. Elle casse les modèles pour 2 raisons vraiment différentes. La première, c'est un copain de promo de Lyon qui s'appelle Lucas, qui a monté une entreprise qui s'appelle MyGringo. Et il a lancé la première boîte de consignes chez Biocop. L'idée, en fait, elle existe déjà depuis des années et des années, 97 en Allemagne. Hein. C'est simplement laver des bocaux, laver des plateaux repas et permettre de les réutiliser directement. Donc il n'y a pas de phase de recyclage. Et comment il casse le modèle ? En fait, il va casser le modèle de toute cette ligne de recyclage qu'on a. Les bouteilles, c'est ça, on les produit, on les consomme, on les détruit, on les reconstruit, etc. Et ça finit dans l'océan. Là, du coup, MyGringo, ce n'est pas le cas. Le deuxième, c'est une copine à moi qui travaille à Londres, qui a monté un brevet qui s'appelle Mimica Lab. Et en fait, l'idée, elle est bien simple. C'est un processus chimique dans un timbre qu'on va coller sur n'importe quel produit de grande consommation, précisément alimentaire. Et en fait, le timbre va se rigidifier au moment où le produit ne sera plus consommable. Donc, fini les chaînes de création de produits, on va stamper une date. Non, ça va vraiment nous dire lorsque le produit n'est plus bon. Et en fait, on se rend compte qu'en moyenne, il y a plus de 25 jours d'écart entre la date qui est stampée par l'usine et la réalité. Et ça nous permet d'éviter de jeter des produits pour rien. Ça nous permet effectivement d'étendre la vie du produit et aussi de pouvoir recycler les produits plus facilement. Et tout ça, c'est fait naturellement. C'est un processus chimique qui est naturel. Donc finalement, on voit comment on va casser des modèles, mais par un processus qu'on aurait déjà pu trouver, en fait. Et ça va vraiment permettre, encore une fois, une approche plus écologique de la chose. Troisième point sur l'éducation, je vais laisser la parole à Sam, qui est bien moins vieux que moi, et donc qui va pouvoir vous parler d'éducation. Merci François. Bonjour à tous. Hop, télécommande, merci. Du coup, le double enjeu dans l'innovation et le lien avec l'éducation, il est simple, c'est de pouvoir attirer des nouveaux talents. Les nouveaux talents aujourd'hui, là je vais vous présenter un cas concret qui est celui qui est présent dans de plus en plus d'écoles. On a notamment ici vu le Fab Lab de la Sorbonne. À l'EM Lyon, on a également un Fab Lab qui est le Makers Lab. Et alors on se dit, pourquoi des profils de type business ont des Fab Labs ? Ce n'est pas des ingénieurs, ils n'en ont pas besoin. Et pourtant, si. L'intérêt d'avoir des tiers-lieux comme ça dans les business schools, c'est notamment de pouvoir avoir des profils de type manager hybride. C'est-à-dire que des business qui soient à la fois en compréhension avec le monde technique, en même temps avec le monde client. L'expérience client, François l'a dit, ça doit rester au cœur ça doit rester au cœur du processus. Du coup, que permet le Fab Lab aujourd'hui ? C'est du test marketing en direct. Aujourd'hui, à l'EM Lyon, ce qu'on fait, c'est très simple. On prototype rapidement, on teste nos MVP en direct, que ce soit sur des pages Facebook ou des sites internet avec des landing pages. On fait de l'A/B testing. On ne fait pas de développement back-end, c'est que du front. Donc aucune notion particulière technique, mais pourtant ça nous permet aussi d'avoir une approche directe avec notre marché final et notre client final qui va pouvoir nous dire si oui ou non le processus d'innovation est bon. Évidemment, ça nous permet aussi quelque chose d'extrêmement pratique, c'est de l'itération en chaîne, de pouvoir réessayer, retester à nouveau en direct avec nos retours marketing, les implémentations de KPI, donc des performances d'indicateurs qu'on a pu mettre au sein de nos dispositifs, que ce soit en ligne sur des landing pages ou que ce soit via des pages Facebook avec des trackers type cookies.
Moi, ma conviction profonde pour l'innovation, l'équation, elle est assez simple. L'étudiant aujourd'hui veut avoir une vision et on a une génération qui veut s'accomplir, qui veut pouvoir se réaliser. On a le phénomène start-up aujourd'hui où on a beaucoup de grands groupes qui ont du mal à essayer d'attirer ces nouveaux talents puisqu'ils préfèrent monter leur propre start-up. Pourquoi? Parce qu'on a des processus et des modes de management horizontal qui va dans le sens de je crée un produit de A à Z et je comprends mon utilisateur final. Et donc plus un Fab Lab, ça permet évidemment le développement du produit, de le tester et de pouvoir mettre en place une stratégie derrière en direct. Du coup, l'enjeu évident pour une entreprise pour pouvoir innover, c'est d'attirer les talents directement grâce à ce processus. Donc, de pouvoir construire également une culture d'entreprise, de pouvoir comprendre son utilisateur final et de pouvoir créer une expérience client en direct. On arrive déjà à la fin de cette présentation. Donc je vous rappelle le triptyque dont on s'est parlé. L'entreprise, donc pourvoyeur de performance, de marge et de rentabilité, va permettre justement de développer l'innovation et ce d'une façon très pragmatique. La société, elle va tout d'abord s'attacher à la protection et à l'autonomie de l'environnement et des personnes. Et si on peut le faire via l'innovation, et notamment en cassant les modèles, elle le fera. Et enfin, l'éducation, comme l'a dit Sam, c'est des talents qui sont formés aux enjeux, mais aux enjeux de demain. On voit que, et on l'a dit, répété, voilà, les métiers de demain n'existent, enfin les métiers dans 10 ans, la moitié n'existe pas encore. Donc voilà, c'est ce genre de choses pour lesquelles on va former ces gens-là. Et enfin, des parcours d'éducation spécifiques, c'est-à-dire pas simplement en école de commerce, mais également dès le début. C'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer du codage, l'intégration des Fab Labs dès le début, en fait, dès la primaire, dès le collège. Et ça va permettre justement de former ces gens-là à l'intégralité de ce processus-là. Alors, s'il y a des questions, je vous propose de les prendre en off, comme ça on va laisser les prochains exposants s'installer. Mais en tout cas, je vous remercie de votre attention.